Quand on pense à prendre soin de son chien, on imagine souvent les promenades, les câlins, une bonne alimentation. Mais il y a un comportement naturel, souvent oublié, qui joue un rôle clé dans son équilibre, c'est la mastication. Et oui, mastiquer pour un chien, ce n'est pas juste une activité sympa pour occuper son temps. C'est un geste qui contribue à son bien-être physique, mental et émotionnel. Pourtant, beaucoup de pets parents passent encore à côté de cette information. Mais comment s'y retrouver parmi tous les types de mastication proposés sur le marché? Quels sont les réels bienfaits que cela peut lui apporter? Et surtout, quelle mastication est vraiment adaptée à ses besoins? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie. Véritable experte des chiens, Aurélie ne se contente pas de partager sa passion, elle la met en pratique. Entre compétition en sport canin, éducation positive, elle connaît les chiens sur le bout des doigts. Avec sa marque Canigourmand, elle a développé des solutions adaptées et naturelles pour répondre à ce comportement naturel qu'est la mastication. Alors, si tu veux améliorer le bien-être de ton compagnon, avec cet épisode, la mastication n'aura plus de secret pour toi. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de pros qui nous font découvrir toutes les pratiques, astuces et solutions concrètes qui font du bien à nos poilus. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos compagnons. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Hello Aurélie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Alors Aurélie, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, merci à toi pour l'invitation. Donc, je suis Aurélie, la fondatrice de Canigourmand, donc spécialiste des friandises 100% naturelles pour les chiens. Je suis effectivement une grande passionnée des chiens et je fais des sports canins avec mes kelpies depuis que j'ai 15-16 ans. C'est ma race de cœur et donc j'ai 3 kelpies à la maison et j'ai accueilli récemment un Golden Retriever avec qui j'ai commencé le travail à l'eau. J'étais déjà familière des sports canins puisque je fais en compétition avec mes kelpies du dog dancing, de l'agility et du canicross. Et en fait, dans mon parcours, je me suis rendu compte que malgré tout ce que je pouvais leur apporter en stimulation physique, il y avait des moments dans ma vie où j'étais prise et ça créait parfois un peu de frustration. Frustration côté du chien, mais aussi frustration de mon côté. Et donc, du coup, la mastication, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de mon quotidien parce qu'elle me permet de pallier un petit peu à cette frustration qu'on peut éprouver l'un et l'autre. Et c'est pas forcément comme ça que Canigourmand est né. Canigourmand est d'abord né de la transmission de savoir avec mon grand-père. Et je me suis rendu compte qu'en fait, lui, il utilisait tout ce qu'il n'utilisait pas à la boucherie pour en faire des friandises naturelles pour les chiens. Et de là, je me suis rendu compte sur un pur hasard qu'il avait donné une friandise à mâcher à ma chienne, que ça faisait 2 jours que je la voyais plus parce qu'elle était en train de passer ses nerfs sur un tendon de bœuf, je crois à l'époque. Et donc voilà, c'est grâce à lui que Canigourmand est né. Initialement, moi, ma grosse priorité, c'était d'assainir ses dents parce qu'elle avait du tartre pas possible. Et au final, aujourd'hui, c'est pas forcément pour l'hygiène bucco-dentaire que la mastication m'accompagne, c'est plus pour le côté enrichissement du quotidien et stimulation de mes chiens. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la mastication et pourquoi c'est un comportement naturel chez le chien? Alors oui, donc le chien, en fait, il a pas de main comme nous. Quand on est stressé, on va, nous, avoir tendance à bidouiller des trucs avec nos doigts. Les boules anti-stress, là, pressées, sont très efficaces chez les humains. Et les chiens, eux, quand ils ont besoin de prendre quelque chose, eh ben, ils le prennent pas avec leurs petites papates, ils le prennent avec leur gueule. Et c'est pour ça que la mastication, en fait, c'est un comportement naturel qui est vraiment visible aussi dans les chiens de notre société. Parce que dans leur environnement, en fait, ils sont bloqués chez nous, les humains. Et donc, dans leur environnement, ils sont obligés de prendre les trucs qu'on leur propose. Et donc, des fois, c'est le canapé, des fois, c'est les chaussons, et des fois, avec des maîtres un peu plus prévenants, c'est des jeux ou des friandises à mastiquer. Donc, c'est des objets qu'on va mettre concrètement dans l'environnement du chien, sur lequel il va avoir, entre guillemets, tous les droits. Et donc, la mastication, ça va être prendre en gueule quelque chose et le presser
très fort, de manière répétitive, pas forcément uniquement dans le but de déguster, mais surtout et avant tout dans le but en fait d'avoir une action mécanique au niveau de la mâchoire. Et qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à te lancer dans Cani Gourmand? Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans ce domaine? Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment experte de la mastication. Alors pourquoi, la mastication? Alors déjà parce que j'ai hérité du savoir-faire de mon grand-père et pour moi c'était super important d'avoir des fortes connaissances côté agroalimentaire et côté fabrication. Donc ça en fait sur les friandises naturelles c'était plutôt facile à avoir. De mon côté j'avais tout mon parcours sur l'éducation canine, puisque depuis mes 16 ans, j'ai donné des cours en tant que bénévole en club canin. Je me suis formée auprès de la Société centrale canine. J'ai passé tous les monitorats possibles, monitorat éducation canine, agility, école du chiot et tout ça. Et donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de chiens. J'ai rencontré aussi surtout beaucoup, beaucoup de propriétaires de chiens qui m'ont fait part de leurs problématiques et des situations un peu frustrantes du quotidien qu'ils pouvaient rencontrer. Et donc la mastication, pour moi, ça s'est vite révélé comme un outil super intéressant pour résoudre les problèmes, la majorité des problèmes du quotidien. Donc aujourd'hui, concrètement, les propriétaires qui s'adressent à nous, c'est des propriétaires de chiots qui... Les chiots, ils ont des poussées dentaires qui leur font très mal aux dents et du coup, ils s'attaquent un peu à tout. Ça va être des chiens qui ont eu un gros bouleversement dans leur environnement et du coup, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ou ça va être des chiens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions de base. Ou encore des chiens qui s'ennuient parce qu'ils ont une grosse période d'activité et puis aujourd'hui, c'est le calme plat. Ou encore des chiens qui vont avoir du stress lié à l'absence de leur maître. Et donc la mastication, en fait, ça s'intègre dans beaucoup de protocoles. Euh, et les éducateurs canins le mettent très 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 bien en application. Et donc moi, c'était un petit peu ma façon de mettre une pierre à l'édifice dans améliorer le bien-être de nos chiens dans notre société humaine un peu farfelue pour eux. Quels sont les mythes, du coup, que tu entends souvent, sur la mastication que tu aimerais démystifier aujourd'hui? Alors le premier mythe, c'est que il faut commencer par une friandise dure. Ça, c'est en général la, l'argument numéro un des propriétaires de chiens, c'est de se dire bon bah je vais investir dans l'occupation de mon chien et on a ce côté un peu trop automatique qu'on peut avoir et qu'on peut déjà faire dans notre tête. En fait, souvent quand c'est cher, c'est bien. Et quand c'est dur et que ça dure longtemps, c'est bien. Et en fait, la mastication, quand on a un chien qui n'a pas l'habitude de lui mettre en face une friandise qui est super dure, ça va pas être bien. Donc ça, c'est le premier mythe. Donc typiquement, je vois trop de chiens avec entre les pattes des bois de serre et des sabots, alors que en fait, ils n'ont pas essayé beaucoup de friandises plus tendres au tout début. Et c'est des friandises qui sont top, c'est pas la question. Mais par contre, quand on va les mettre dans les pattes de chiens qui n'ont pas l'habitude de mastiquer, ça risque de faire saigner les gencives et ça, c'est tout sauf ce qu'on veut. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est que les friandises à mastiquer, il faut forcément qu'elles soient grandes. Alors, ça, les grandes friandises peuvent avoir un côté intéressant pour les chiens qui ont tendance à gober ou pour les chiens qui ont des très fortes mâchoires. Maintenant, on n'a pas tous des Staffy, des Huskies et des Jack Russell à la maison. Et en définitive, ce que la science nous montre, c'est que c'est pas le. En fait, ce qui est intéressant dans la mastication, c'est le nombre de pressions que le chien va exercer sur sa friandise. Et donc, c'est pas le temps de dégustation. C'est-à-dire que si vous avez un chien qui va déguster son coup de poulet en mettant 50 coups de pression sur le coup de poulet, ça va être aussi intéressant que si on a un chien qui met 50 coups de pression sur un immense nerf de bœuf. En fait, OK. l'humain, il a trop tendance à se rapprocher sur le côté temps d'occupation et pas assez Mmh. sur le côté bénéfice concret pour le chien. C'est les deux grands mythes sur lesquels voilà, je communique et j'essaye de faire avancer un petit peu les mentalités. Après, le troisième, ça serait peut-être que une friandise naturelle, ça pue. Euh,
j'aurais Mmh. tendance à dire qu'une friandise naturelle sent forcément plus fort qu'une friandise industrielle parce que par définition, il n'y a pas eu de traitement dessus, mis à part la déshydratation ou le séchage. Maintenant, ça nous permet aussi de nous rapprocher des sources dans le sens où une friandise au poisson sans le poisson et une friandise naturelle au poulet sans le poulet. Donc en soi, même si c'est des odeurs qui peuvent nous sortir un petit peu des sentiers battus, nous les humains qui nous sommes un peu complètement déconnectés de ce qu'on mange et de ce qu'on fait, et bien en fait, c'est super important parce qu'on évite les conservateurs, les colorants, les additifs, plein de choses qui sont aujourd'hui prouvées comme étant cancérigènes et dangereux pour nous et pour nos animaux. Et est-ce qu'il faut, aller voir le vétérinaire avant de donner de la mastication à son chien? Alors si on a un chien qui a pas forcément de problématiques identifiées, pas forcément. Maintenant, d'aller voir son vétérinaire pour prendre son avis, pour avoir un regard extérieur sur la dentition de son chien, c'est intéressant. Un exemple tout bête, c'est on n'a pas toujours le réflexe d'aller regarder les dents de son chien et on n'a pas tous les connaissances et la patience pour aller vraiment regarder que tout est en bon ordre, etc. On va prendre en considération l'état dentaire du chien avant de commencer la mastication. Et par exemple, un chien qui a les dents super limées à cause d'une balle de tennis, ou un chien, je vais rigoler certainement parce que j'en ai un à la maison, un chien qui étant petit a joué avec des cailloux. Et ben typiquement, ce type de chien-là, on va lui proposer des friandises différentes qu'un chien qui n'a pas eu des idées étranges dans sa jeunesse et qui a des dents complètement normales. Donc l'avis du vétérinaire est super intéressant et nous, on travaille avec pas mal de cabinets vétérinaires sur ce côté intégrer la mastication auprès de certains chiens. Tout le monde n'en a pas besoin. Maintenant, c'est toujours un avis qui est intéressant et c'est toujours un avis qui va être constructif à mon sens. Et du coup, quels sont les bienfaits immédiats qu'on peut voir, dès qu'on va, mettre la mastication dans le quotidien du chien et sur le long terme aussi? Qu'est-ce qu'on peut voir comme changement? Alors déjà, en très court terme, moi ce que j'ai pu voir chez les chiens à qui j'ai proposé de la mastication et qui n'en avaient jamais vu avant, c'est qu'il va y avoir un côté stimulation mentale qui va vraiment permettre au chien de s'apaiser et de dépenser en quelque sorte de l'énergie. Stimulation mentale, pourquoi? Parce que c'est des nouveaux bruits, nouveaux goûts, nouvelles odeurs, plein de nouvelles sensations qui sont ultra intéressantes pour le chien parce que voilà, il est obligé d'analyser et donc forcément ça l'occupe et ça lui prend de l'énergie. Et il y a aussi tout le côté gestion des émotions. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand le chien attrape avec ses dents et qui presse, et ben en fait, ça a un côté aussi un peu déstressant, comme nous on peut le voir chez nos comportements à nous, quoi, humains. Et après, il y a d'autres études qui montrent, donc ça, on peut pas le voir nous, propriétaires de chiens, humains de chiens, si on peut dire, à très court terme, mais à long terme, il y a des études scientifiques qui ont montré que la mastication, en fait, ça permettait de stimuler tous les muscles qui étaient au niveau de la mâchoire et du coup, indirectement aussi de stimuler une zone du cerveau qui était liée à l'apprentissage et à la mémoire, donc la mémoire spatio-temporelle. Et donc, c'est des études qui ont été au début lancées sur les animaux et qui aujourd'hui sont en train d'être développées chez les humains. Et tu vois, par exemple, là, en ce moment, il y a une étude qui est en cours sur la maladie d'Alzheimer. Et on se rend compte que les personnes âgées, ben, moins elles mastiquent leurs aliments. Et en fait, plus la maladie prend de l'ampleur. Donc, c'est ultra intéressant. Et, et après, sur le côté occupation, en fait, moi, je trouve que au-delà des apports que ça peut avoir sur le chien, sur l'humain, c'est ultra satisfaisant de voir son animal prendre du plaisir, prendre du temps, de passer sur un truc sur une friandise. Et en fait, on le voit vraiment aussi euh, bah, kiffer, quoi. Prendre du plaisir, au-delà de juste passer du temps et être stimulé. Et tu vois, j'ai été appelée, donc je fais partie d'un cercle d'entrepreneurs dans ma région et j'ai été appelée par une personne qui avait adopté récemment une chienne de Roumanie. Et elle était mais complètement désespérée par cette petite chienne qui faisait littéralement qui passait son temps à vouloir fuguer. Et en fait,
en discutant avec elle, je me suis rendu compte que la petite chienne de Roumanie, avant, elle avait une vie de chien, entre guillemets, normale, basée sur les besoins de son espèce. C'est-à-dire que elle vivait dans la rue, mais concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que elle avait le choix de rencontrer des congénères ou non. Elle avait le choix de rencontrer des humains ou non. Elle avait une multitude de stimulations dans son environnement, d'odeurs, de mouvements, de nouveautés, etc. Elle avait le choix d'aller se promener là où elle voulait, etc. Et cette petite chienne, elle s'est retrouvée dans un endroit de société, voilà, de notre société humaine, mais sans choix. Et du coup, elle fuguait parce que recherche de stimulation, recherche de nouveautés, etc. Et le fait d'avoir mis en place plein de petites choses avec sa propriétaire, mais la mastication en grande partie, et bien en fait, une semaine plus tard, elle a arrêté de fuguer. Donc on l'a fait aussi, Ok. le concept de balade libre, etc. Mais en une semaine, on a eu un chien qui passait mais littéralement tout son temps à essayer de trouver la moindre faille dans le grillage, dans les mouvements de sa maîtresse pour essayer de partir, à une chienne qui reste à la maison, qui est heureuse d'être à la maison et même le portail ouvert, en fait, elle reste là, quoi. Et je trouve que c'est vraiment magique de se dire que avec deux, trois outils, en Mm. fait, on peut assainir les relations entre l'humain et son chien et aussi du coup le quotidien de son animal de compagnie. Quand tu parles de mettre ça en place dans le quotidien du chien, est-ce que on peut utiliser la mastication comme un outil d'éducation? Je dirais pas ça parce que la véritable éducation, en fait, c'est pas vraiment l'éducation du chien, c'est surtout l'éducation du maître. Nous, l'éducation par la mastication, en fait, elle est souvent mise en avant. euh, en... On la met en place en anticipation de problèmes qu'on va rencontrer. Ok. Donc, par exemple, on adopte un chien de refuge. Il arrive dans un environnement de maison qu'il a côtoyé ou pas, mais en tout cas, les probabilités qu'il s'en souvienne sont plutôt faibles. Bon, la poubelle, ça sent trop bon. Parce que la poubelle, il y a des restes alimentaires dedans, c'est facilement accessible, il y a plein d'odeurs, potentiellement plein de enfin, plein de jeux potentiels dedans, quoi. Ouais. Et on peut se servir de la mastication en anticipation, de dire, eh bien, oui, il y a cette source-là, oui, elle est intéressante, mais toi, ton truc à toi, tu vas voir, ça va être encore mieux. Ça va être encore plus délicieux, ça va sentir encore meilleur. Et en plus, ça sera rien qu'à toi et personne d'autre ne va y toucher. Et ça va être trop bien. Et du coup, c'est pas vraiment de l'éducation, mais en fait, c'est de l'anticipation pour mettre en place un cadre, euh, on va dire, bienveillant et logique pour le chien dès le départ. Euh, le chiot, à 3-4 mois, on sait qu'il va avoir des poussées dentaires parce que c'est comme ça, physiologiquement comme ça. Les chiens sont faits comme ça. Les enfants humains, tu vois, moi j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Aux alentours de ses 1 an, il a eu des poussées dentaires, il avait un mal de dents pas possible, il faisait pas ses nuits. Vraiment, c'était super douloureux pour lui. Il mettait à la bouche tout ce qui venait sous sa main. Et ben, pour les humains, il y a déjà une éducation qui a été faite dessus, de dire, Mm. allez, on va faire des jeux congelés, on va lui mettre du camellia, on va Mm. faire ci. Et pour les chiots, il y a rien du tout. Et les gens, en général, ils se disent juste, bon, mon chien a chopé mes chaussons, c'est parce qu'il se venge, parce que je suis partie travailler. Mm. Alors que non, pas du tout. Non. Et donc, voilà, c'est pas vraiment de l'éducation, mais ça, de la même manière que mettre du camellia et des jeux glacés dans la bouche de son enfant, c'est pas de l'éducation, mais ça va être de l'anticipation de comportements pour essayer de faire en sorte que le chien soit ne fasse pas des comportements qu'on ne recherche pas, soit en fait traverse au mieux une période difficile ou du moins challengeante et que ça se passe voilà au mieux avec les comportements qu'on recherche nous humains étranges. Ok. Oui, ça peut faire office de compensation aussi sur la douleur, aider à faire en sorte que progressivement la douleur soit ouais, compensée par quelque chose. Ouais, compensation de la douleur où tu vois, moi j'ai accueilli du coup un nourrisson qui faisait énormément de bruit avec des réveils en plein milieu de la nuit. Les chiens ils étaient un peu mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche aussi pour les changements d'environnement, tu vois, quand tu fais un gros déménagement, quand il y a une nouveauté dans la maison ou quelque chose en tout cas qui va faire en sorte que le chien il va pas forcément se sentir très à l'aise avec ça et il va peut-être avoir besoin d'un petit truc en plus pour vraiment accueillir cette nouveauté. Tu vois, je réfléchis, j'ai Pixie que j'ai
j'ai fait opérer, donc elle a été stérilisée. C'est pareil, en fait, pendant une semaine, j'ai une chienne ultra sportive qui doit rester calme. Je fais comment? Enfin, c'est une chienne, c'est une boule d'énergie. Et la mastication, elle va arriver pour essayer d'apporter un petit plus pour faire en sorte que la chienne, elle se pose, ou en tout cas, elle reste posée le plus possible. Est-ce que tu peux nous parler des dangers de la mastication? On voit beaucoup tourner des vidéos de vétérinaires qui disent alerte, alerte, ne donnez pas ceci ou cela à vos chiens parce que ça peut avoir des répercussions sur l'animal et des gros problèmes de santé, voire enclencher sur des opérations assez délicates. Est-ce que tu peux nous parler de ces dangers liés à la mastication? Alors déjà, les trois quarts des vidéos qui tournent, c'est souvent des vidéos qui concernent des friandises industrielles. Donc on a vu pas mal de vidéos tournées sur ces espèces de gros os de bœuf blancs. Mm. Et là, il y a tout à fait matière à discuter dessus parce que c'est effectivement des friandises qui sont très dangereuses, déjà parce qu'elles sont blanches, donc ça suppose l'utilisation d'agents de blanchiment, comme par exemple l'eau de Javel, qui provoque l'irritation des voies digestives, mais plein d'autres soucis. Sur tout ce qui est friandises très colorées, il va y avoir aussi l'utilisation d'agents de conservation. Donc on a notamment le BHA, BHT, qui sont reconnus comme étant des cancérigènes. Sur les friandises industrielles, en tout cas, il y a plus que largement matière à développer et oui, alerter sur les dangers de ces friandises-là, c'est super important. Maintenant, sur les friandises naturelles, il ne va pas y avoir plus de danger que sur les jeux pour les chiens. En définitive, on choisit ces friandises naturelles comme on choisirait un jeu pour son chien. Et les dangers qui sont liés aux friandises naturelles de mastication sont exactement les mêmes que les dangers qui sont liés au jeu pour les chiens. Concrètement, si on prend un jeu qui est trop friable, trop cassant, trop facilement déchiquetable et qu'on le met dans les mains d'un berger allemand ou d'un malinois, les risques qui défoncent le jeu, qu'il le gobe et que du coup ça entraîne une occlusion intestinale, pour moi c'est exactement la même chose que si on met dans ses mains une friandise qui va être ultra dure, qui va pouvoir péter en petits morceaux rapidement et il va pouvoir tout avaler d'un coup. En fait, on va avoir exactement le même procédé. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de danger, mis à part que, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas donner des friandises trop dures dès le départ à son chien. Il faut vraiment vérifier l'état de la dentition de son chien avant de lui donner des friandises de mastication et d'y aller progressivement. En fait, sur Canis Gourmand, on a développé un guide de la mastication où on classe nos 80 friandises et donc du plus mou au plus dur. Et c'est classé de sorte à ce qu'un propriétaire, un humain de chien puisse facilement s'y retrouver. Donc si on a un petit, un moyen, un grand, un chien qui a tendance à gober, voilà, il y a une façon de s'y retrouver et de trouver la friandise qui est adaptée à son chien. Et de commencer, en fait, de ne pas avoir peur de commencer par des friandises qui ne vont pas durer très longtemps, mais de voir comment son chien se comporte, de prendre des notes éventuellement, de voir quel est le goût qu'il a préféré, quelle est la texture qu'il a préférée, et au fur et à mesure, en fait, vérifier, ok, les gencives ne saignent pas, le chien, les dents sont dans un état nickel. Bon, si vraiment j'ai envie que ça dure plus longtemps, moi, humain, je vais pouvoir choisir un truc un peu plus dur, mais d'y aller progressivement pour être sûr de trouver des friandises qui matchent avec son chien. Et les os à moelle, tu sais, où souvent on voit les photos où ça s'est coincé dans la gueule du chien, ça c'est déconseillé du coup? Alors, les os à moelle et de manière générale, tous les os porteurs, tibia, Ok. fémur, fibula, etc., c'est vraiment des os qu'on déconseille parce que très, 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 très durs et inadaptés à 99,9% de la population canine. Ah ouais. Et en plus de ça, souvent, c'est des os qui n'ont pas vraiment de grand intérêt côté nutritionnel. Nous, en friandises de mastication, chez Canis Gourmand, on fait euh, uniquement trois friandises très dures à base de cornes, sabots, bois de serre et cornes de buffle. Euh, Mis à part ces trois friandises-là, je vous disais tout à l'heure, j'en ai quatre. J'en ai. Ça fait un peu, j'en ai 80 à la maison, presque un petit peu, mais
voilà, il y en a 73, 77 autres. Donc pour dire comme quoi il y a vraiment un grand panel de mastication possible et il faut pas se focaliser sur ces trucs qui durent ultra longtemps, qui sont ultra durs parce que certes pour nous les humains ça nous apporte une sorte de satisfaction personnelle, mais Mhm. quand on cherche à donner une friandise à mastiquer à son chien, c'est pas notre ego qu'on cherche à flatter, on cherche juste à apporter le meilleur pour son chien et du coup il faut vraiment prendre du recul et essayer d'analyser qu'est-ce que mon chien a préféré et qu'est-ce qui lui va le mieux à lui. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit souvent sur les paquets, par exemple, mastication longue ou mastication courte. On a plutôt tendance à se diriger vers la mastication longue pour se dire, bon, bah, ça vaut peut-être plus le coup de prendre la mastication longue, alors que finalement, non. Et bien en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans la mastication et qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est le nombre de pressions que le chien va faire Mm. sur la friandise. Et si je prends l'exemple de Jenna qui a 11 ans, et bien par exemple, pour elle, une peau de bœuf va être moins intéressante qu'une peau de saumon. Et là, dernièrement, on a sorti les peaux d'esturgeon qui sont 100% d'Ordogne. Et bien typiquement, elle va passer moins de temps sur la peau d'esturgeon, mais elle va mettre beaucoup plus de coups de pression avec sa mâchoire. Elle va faire beaucoup plus de mâchouillage dessus que sur une peau de bœuf. Et du coup, tu vois, pourtant, sur le papier, c'est censé être une friandise plus, plus courte en durée de mastication. Et en définitive, oui, sur la durée, c'est clair que ça passe, elle y met moins de temps. Mais par contre, elle mastiquera beaucoup plus sa peau d'esturgeon que sa peau de bœuf. Et donc, il y a aussi ce côté-là, c'est est-ce que nous, humains, on a vraiment besoin que le chien soit occupé 3 heures? Est-ce que ce qu'on veut pas, c'est de le stimuler et qu'ensuite il fasse dodo, entre guillemets? Est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il reste 3 heures à mâchouiller une friandise? Il y en a pour certains, oui, hein. Tu vois, je prends l'exemple de Pix, qui a été du coup opérée et pendant une semaine, j'ai dû la faire en sorte qu'elle reste le plus au repos possible. C'était un sacré challenge. Bon, là, oui, j'avais vraiment besoin qu'elle mastique, ou du moins, j'avais besoin de mettre des choses en place pour qu'elle soit apaisée et qu'elle vibre le moins possible sur place. Mais des fois, dans le quotidien de personnes entre guillemets, normales, où il n'y a pas de gros changements d'environnement ou de situation du chien, on n'a pas toujours besoin que le chien il mastique 3 heures d'affilée dans la journée. S'il a aussi toutes les stimulations dont il a besoin autour, promenade, Oui, jeux, etc., quoi. oui. Pour moi, la Ouais. mastication, c'est un outil qui va venir de manière temporaire, pallier à une situation très précise, et du coup qui va s'intégrer dans le quotidien. Mais je ne donne pas des friandises à mastiquer à mes chiens tous les jours. Je vais cibler les journées où je sais que je vais avoir des très grosses journées de travail, par exemple, ou en déplacement professionnel, ou quelqu'un qui va débarquer à la maison avec 14 enfants, c'est déjà arrivé. Tu vois, vraiment des moments un peu spécifiques où ça va aller en fait en appui de tout ce que j'aurais mis en place pour aider mes chiens à vivre au mieux cette situation. Euh, et on se rend compte en donnant des mastications, moi j'en donne quand même 2 à 3 fois par semaine, que c'est largement suffisant pour avoir un effet intéressant au niveau du tartre. Il n'y a pas besoin de faire, il y a pas besoin de faire plus. Et est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les friandises du commerce, les petites alertes que tu aimerais nous donner? Parce que on en avait parlé déjà toutes les deux, des différences qui sont vraiment flagrantes entre les friandises, enfin la mastication naturelle et ce qu'on peut retrouver en commerce. Moi, j'étais assez surprise, donc je te laisse expliquer un petit peu tout ça et les différences qu'il peut y avoir entre la mastication, enfin les produits naturels et ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Pas super, super. Alors, c'est très drôle que tu en parles parce que du coup, je suis passée suite à notre échange dans une animalerie. OK. Donc, je vais pouvoir te montrer à la caméra la différence parce que pour moi, j'étais OK. vraiment choquée qu'on puisse proposer ça en rayon en annonçant naturel. Je l'ai trouvé dans un rayon vrac, comme ils en font maintenant très bien partout, hein. Rayon vrac Mmh. dans lesquels on ne trouve ni l'origine, ni la composition analytique, ni le numéro de lot, ni la date de péremption. Donc, pour moi, professionnel, c'est quand même très très fort. Ouais. Mais bon, soit. Donc, ceci est une friandise naturelle, donc un groin de cochon,
Ok. annoncé comme étant juste soufflé, sauf que tu vois très bien que, sur tout le lot, hein, c'était comme ça, il y avait des traces de Ok. peinture rouge écarlate. C'est super. Alors déjà, pour avoir un groin de cochon blanc dans la nature, ils ne sont pas blancs. Donc là, il y a clairement des agents de blanchiment à un moment donné qui ont été utilisés. Et puis la peinture dessus montre que bah voilà, il y a eu des traitements en tout cas qui ne sont pas juste du simple séchage. Mhm. Et à côté, donc le groin de cochon cani gourmand. Donc Ah bah en oui. fait, il n'y a pas photo, c'est un groin de cochon qui a été séché tout simplement. Tu vois, je peux même faire des jeux rigolos. Euh, c'est juste un groin qui a été séché et donc du coup, tu as une différence, que ça soit une différence de texture, une différence d'odeur, une différence de tout qui fait que tu te poses quand même des questions sur est-ce qu'on n'est pas en train de jouer en fait avec cette mode des friandises à mâcher pour les chiens et est-ce qu'on n'est pas encore en train de biaiser et de mentir aux consommateurs. Euh, Moi, ça c'est le premier truc qui me pose problème, tu vois, c'est juste en termes de vision, quoi. Tu vois très bien qu'il y a du premier coup d'œil qu'il y a un vrai problème. Et le deuxième truc, c'est que tu vois que enfin, à la caméra, je pense pas que tu vas le voir, mais en fait, il luit comme s'il y avait eu un film qui avait été mis dessus. Et ça, c'est un truc que les industriels ont trouvé, donc ils mettent du sucre ou du sel en film sur les friandises, que ce soit friandises naturelles ou friandises industrielles, pour augmenter en fait l'appétence pour le chien. Ok. Le problème de rajouter du sucre ou du sel, c'est que bah, déjà, on va aller sur des problèmes d'obésité, de friandises qui sont censées être naturelles et donc pauvres en matière grasse, et puis qui en définitive vont se retrouver chargées en sucre ou en sel. Et en plus de ça, ça provoque des problèmes cardiaques et des problèmes rénaux. Donc c'est vraiment des soucis qui sont à prendre en considération. Le côté mastication, ça fait vraiment 2-3 ans que les propriétaires de chiens eh bien, en fait, ont conscience de ce besoin-là. Et il n'y a pas beaucoup de législation en place. Il y a encore moins de contrôle. Donc en fait, c'est vraiment un domaine et un marché sur lequel il y a énormément de choses à légiférer et énormément de choses aussi à vérifier quand on choisit pour son chien. Il y a vraiment de tout et de rien. Moi, la dernière en date, je parle pas encore de friandises industrielles, mais de friandises pseudo-naturelles, la dernière en date, on a trouvé un emballeur allemand qui importe des. Je vais pas parler de friandises parce que voilà, des trucs. En qualité, on peut pas appeler ça friandises, des trucs. Et qui importe des trucs d'Asie et qui les emballe en Allemagne. Et en fait, sur le paquet, c'est estampillé, fabriqué en Allemagne. Mais c'est trop Mhm. fort. Allons-y gaiement, les gars, quoi. Enfin, vraiment, Mhm. continuons, euh, continuons de prendre les gens pour des imbéciles et de mettre leur santé en danger. Je veux dire, c'est génial. Et c'est un peu dépitant parce qu'en 2018, ça n'existait pas tout ça. Cani Gourmand en France, on a été les premiers à mettre ça en place. Et l'idée de départ, c'était de limiter le gaspillage alimentaire parce que bah, il y avait ce côté, mon grand-père, il utilisait ce qu'il vendait pas en boucherie, donc c'était génial de pouvoir se dire que bah, en fait le processus est déjà en place. Il y a énormément de choses qui sont jetées aujourd'hui, que ça soit côté boucherie ou poissonnerie. Si on prend l'exemple des pots d'esturgeon, c'est une pisciculture de Neuvik, donc il y a moins de 5 km de chez nous, qui initialement bah, les utilise en tant qu'engrais pour les agriculteurs du coin. Donc nous, on en fait des friandises pour les chiens, c'est génial. Et de se dire que ça part de quelque chose de super positif. Euh, on a des effets super positifs sur les chiens. Et en définitive, on a des grands groupes qui sont en train de se mettre dessus et qui sont en train de faire bah, ce qu'ils ont fait avec tout le reste de notre alimentation, c'est-à-dire mais en fait mentir, manquer de transparence sur les compositions et faire en sorte d'avoir un côté marketing qui vend et voilà, la majorité, moi la première, hein, tu vois, sur mon alimentation à moi, des fois, t'achètes quelque chose, tu te dis ça va être génial, et puis tu regardes les petites lignes, et en fait, tu te dis vraiment, je me suis fait prendre pour une nouille. Mhm. Et voilà. Et donc, sur les friandises naturelles, il y a plein de choses à vérifier, euh, notamment bah, la composition. Hein. Des fois, c'est écrit 100% naturel, et puis en fait, dans les compositions, on voit bœuf/sel. Bon, bah merci, mais non merci. Euh, Composition analytique, euh, un vrai fabricant, quelqu'un qui a vraiment la connaissance de son produit et de la législation,
Il y a un petit pourcentage qui est super important. Bon, déjà, il faut tous les pourcentages, hein. Matières grasses brutes, protéines brutes, cendres brutes, humidité. Mais il y en a un qui est super important et que beaucoup de professionnels qui achètent et qui remballent n'ont pas, c'est le pourcentage de fibres brutes. Donc ça, c'est obligatoire. La législation européenne, elle le demande. Et ça donne aussi une indication sur est-ce qu'on a des personnes sérieuses en face. Et après, la provenance. Avoir un numéro de lot, un numéro d'usine, c'est essentiel. Et dans la majorité des cas, en fait, nous, quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, ces 3 éléments-là sont pas respectés. Et après, sur les friandises industrielles, fuyez. Fuyez, il n'y a même pas besoin de regarder quoi que ce soit sur l'étiquette. Juste ne prenez pas, s'il vous plaît, pour le bien-être de vos loulous. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de 80 friandises différentes. Il y a forcément quelque chose qui va plaire à votre chien dans ce panel-là. Donc voilà, essayez de faire au mieux pour lui, mais surtout au niveau rapport qualité-prix, au niveau rapport santé-prix, il n'y a pas à dire. Les friandises naturelles aujourd'hui, au-delà d'être une mode, c'est vraiment un essentiel pour les chiens, je pense, de se reconnecter déjà à leurs besoins premiers en termes de nutrition et surtout de leur proposer des friandises qui sont adaptées à eux, quoi. Tu parlais du vrac tout à l'heure. Ça peut rester en fait 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le bac de vrac. S'il n'y a pas de date de péremption, combien de temps ça doit durer une friandise? La date de péremption, elle est de combien de temps, enfin, à partir du moment où on Alors, l'achète? ça va dépendre de comment c'est séché et quelle était la matière première de base. Nous, en général, on est entre 9 mois et 1 an. Ok. Il y a certaines friandises qui sont très 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 dures et qu'on arrive à pousser en termes de temps de séchage. Ce qui est compliqué au niveau du séchage, c'est d'arriver à un niveau de séchage qui soit suffisamment important pour que, au niveau de la conservation, on soit au top, mais de pas trop sécher non plus, parce que sinon, on a des friandises qui sont ultra cassantes et qui perdent tout intérêt au niveau mastication et qui sont pas sécurisées pour les chiens parce que ça se coupe en morceaux très 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 facilement. Donc sur toutes nos friandises, en général, on est entre 9 mois et 1 an. Maintenant, il y en a certaines sur lesquelles on peut pousser un peu plus loin. Les bois de serre en font partie. On a aussi nos plaques de peau à mâcher. Donc, par exemple, celle-ci. Ouh, tu vois, qui sont des très Waouh! très très grosses plaques. Je peux me cacher derrière. Et bien sur ces plaques-là, on arrive à pousser à 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Ok. Les dates de péremption chez nous, c'est un laboratoire indépendant qui les statue. Donc en fait, il n'y a pas forcément de questions. Si on tombe sur une oreille de cochon ou je sais pas, une patte de poulet qui a une date de péremption à plus de 2 ans, là oui, il faut se poser des questions parce que c'est pas possible. Enfin, voilà, en termes de séchage, soit c'est une friandise qui va être ultra cassante, soit c'est une friandise où il n'y a pas que une pâte de. Enfin, c'est pas uniquement une pâte de poulet, quoi. Il y a eu un autre traitement derrière. Et est-ce que, je fais juste une petite parenthèse, tu peux expliquer aussi, tu sais, sur la différence de taille? Tu m'avais parlé des différentes tailles, par exemple des pâtes de poulet et l'importance, en fait, on voit tout de suite la différence entre les bonnes pâtes et les moins bonnes. Est-ce que tu peux expliquer Alors en fait, c'est très basique. Moi, je fais beaucoup de rapprochements avec nous, les humains. Plus on va courir, plus on va avoir des cartilages forts. Chez les animaux, c'est pareil. Plus on va avoir des animaux qui vivent en plein air, qui sollicitent du coup leurs pattes dans différents mouvements, plus on va avoir des cartilages forts et donc du coup un intérêt côté mastication. Et c'est aussi pour ça qu'on fait notre maximum pour sélectionner euh, des, des, des poulets, des animaux qui vivent en extérieur, parce que ça a non seulement un côté éthique, pour nous c'est très important, mais ça va aussi avoir un impact sur la qualité des friandises qu'on va pouvoir proposer aux chiens par la suite. donc on peut retrouver les petites pâtes qui sont pas forcément les meilleures et les grandes qui prouvent que l'animal était dehors en extérieur et qu'il a bien gambadé, quoi. Oui, exactement. Et c'est aussi pour ça, par exemple, tu vois, sur les pâtes de poulet, qu'on a énormément de mal à sourcer en France. Parce qu'en définitive, les, comment dire, les approvisionnements qu'on peut avoir, euh, les petits éleveurs, ça les intéresse pas de travailler avec nous.
parce que c'est des toutes petites séries, parce que ça demande beaucoup de travail au niveau du tri, parce qu'aujourd'hui les pâtes, bah voilà, elles sont envoyées dans un gros bloc avec plein d'autres abats non utilisés, et de les sortir, de faire une ligne de tri spéciale, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc ceux qui sont intéressés, bah, en définitive, c'est ceux qui font de la masse. Et ceux qui font de la masse ne nous intéressent pas, puisque c'est eux qui font du coup bah, de l'élevage en batterie dans des entrepôts, dans des hangars. Donc c'est toujours le côté très stimulant pour nous aussi au niveau du travail, c'est d'arriver à trouver des éleveurs qui puissent travailler avec nous, qui sont intéressés pour travailler avec nous, mais avec bah, un cahier des charges qui est le nôtre et qui fait qu'aujourd'hui on a des friandises de très haute qualité, quoi. Et ce qui justifie aussi le prix, je sais pas combien on peut, enfin, quelle est la fourchette de prix pour, de la mastication? Alors aujourd'hui, on a développé des formats à l'unité qui font que c'est quand même très accessible. Je crois que l'os de tripe, c'est un des articles qu'on a le moins cher et qui a 3,99 l'unité. OK. Donc pour une friandise de mastication 100% tripe de bœuf qui a quand même été travaillée, c'est quand même accessible. Mmh. Maintenant, moi, quand on a des personnes qui viennent et qui nous parlent de prix, moi, je regarde plutôt et j'essaie de les sensibiliser sur le côté, bah, le ratio entre bah, concrètement la matière première et le prix. Parce que quand on voit certaines friandises où en définitive c'est de la fécule de pomme de terre, du maïs compressé, bon, bah, de la pomme de terre ou du maïs à transformer et à acheter, ça coûtera toujours moins cher qu'une peau de bœuf ou une peau d'esturgeon. Pour te donner une idée, sur la peau de bœuf que je t'ai montré tout à l'heure à l'image, on est entre 15 et 20 heures de séchage. Sans Ah parler ouais! du temps de découpe, sans parler du temps d'emballage, sans parler des coûts de stockage, de tout ce qu'on a mis en place pour le développer, parce qu'avant d'arriver à sortir une peau séchée de cette taille-là, on a mis quasiment 6 mois à trouver le bon temps de séchage, la bonne température, les bons process pour que ça soit, mais je l'ai redit, mais je vais le redire, à la fois pas trop dur et à la fois Mmh. assez dur. Donc voilà, il y a de la connaissance derrière. Et, euh, et le prix, en fait, il est quand le chien il l'a en bouche, en général, les gens ils se disent bah oui, il est justifié, quoi. Et comment on voit d'ailleurs que la mastication qu'on va donner à notre animal n'est pas du tout adaptée pour lui? Comment on sait ce qui est adapté ou ce qui est pas adapté? Alors, les trois quarts des retours que j'ai, c'est souvent des personnes qui ont des chiens qui ont des très très grosses mâchoires et le chien va littéralement exploser la friandise à mastiquer. Donc là, ben, concrètement, ça marche pas, il faut arrêter tout de suite. On a eu des retours sur une des vidéos qu'on a fait sur Instagram de Malinois, Staff Golden Retriever, les sabots, ils les prennent, ils les broient, ils en font des petits Ouais. morceaux. Bon, ça, bah non, on oublie, on enlève. Une friandise qui est pas adaptée, j'ai envie de dire, si c'est une friandise qui est trop molle, c'est pas très grave. Si votre chien a pas tendance à gober, c'est pas très molle, c'est trop mou, c'est pas grave. Il va juste passer un peu moins de temps à déguster. C'est une frustration pour vous, mais votre chien aura tout autant adoré. Euh, une friandise qui est pas adaptée, ça va plus être une friandise qui présente un risque pour le chien, que ce soit un risque de gobage, où là, nous, on recommande sur tous les chiens qui ont tendance à gober la grosse plaque, parce que du coup, il est obligé de faire tout le tour de la friandise. Il ne peut pas la prendre en fond de gueule et la couper pour essayer de séparer de gros morceaux, ou des friandises trop dures. Et là, ben, il faut suivre le guide et y aller progressivement, faire en sorte que le chien s'habitue à cette nouvelle activité qui est la mastication. Et en général, quand on suit ces deux conseils-là, il y a pas de risque particulier. Et comment on voit, alors bon, tu l'as déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais comment on voit que des produits de mastication sont de très mauvaise qualité ou alors bon, ils vont peut-être s'effriter ou ils vont peut-être être mâchouillés assez rapidement. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, tu vois, par exemple, sur l'odeur, la couleur, même derrière l'étiquette, tu vois, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il faut un petit peu nous alerter ou ok, s'il y a cette ligne, on oublie, s'il y a cette ligne, c'est ok. Pour nous guider un petit peu sur le choix, justement, comment on trouve
enfin les éléments de bonne qualité, quoi. Déjà la couleur, effectivement, pour moi, une bonne friandise de mastication, c'est une friandise naturelle qui ressemble à ce qu'elle est censée être une fois séchée. Donc on l'a vu tout à OK. l'heure avec le groin de cochon. Mmh. Un groin de cochon n'est pas blanc soufflé, donc voilà, à partir de là, on essaie de privilégier des choses qui ressemblent au plus à ce qu'elles sont dans la nature. Voilà, la projection de l'esprit humain fait qu'on est tout à fait capable de visualiser ce à quoi c'est censé ressembler. Mmh. Au niveau de l'odeur, on a eu, nous, une cliente qui est venue un jour à la boutique avec des friandises au poisson qui sentaient le poulet. Bon, ben, peut-être une problématique quelque part. Les étiquettes, bon, déjà, si elles sont présentes, c'est magique parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché où on a de plus en plus de personnes qui se lancent en revente, qui ne produisent rien du tout. Et du coup, il y a énormément d'informations légales qui ne sont pas présentes. Donc l'étiquette, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle contienne toutes les informations dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, c'est une obligation légale. Il n'y a pas de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour protéger nos animaux sur le côté friandise. Donc il faut vraiment en avoir conscience. Il y a même des choses qui se retrouvent dans les supermarchés ou dans les animaleries et qui sont littéralement des inepties. Et puis après, sur la composition, pour moi, d'avoir quelque chose de 100% bœuf ou 100% poisson, 100% poulet, c'est super important parce que ben, en fait, on limite le risque d'avoir des ingrédients indésirables. Et comme pour nous, en fait, hein, dans notre alimentation, plus la liste des ingrédients est courte, plus ça assure d'avoir des friandises qui sont peu transformées et donc facilement digestes et de meilleure qualité pour nos chiens. Comment on choisit le type de mastication par rapport aux besoins de son animal? J'entends par là, par exemple, un chien qui fait énormément d'activités en extérieur. Est-ce qu'il a besoin de beaucoup mastiquer ou non? Et quelle mastication il faut privilégier s'il a déjà beaucoup de dépenses? Et à l'inverse, si c'est un chien qui va sortir juste pour les promenades et qui va pas avoir énormément de stimulation, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Alors, je vais prendre l'exemple. Donc, admettons, on a trois border collies en face de nous. On a un border collie qui travaille avec un berger et sa vie, c'est de garder les moutons. Il passe toutes ses journées dehors. Est-ce qu'il a besoin de mastiquer? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre de son caractère à lui, de ses besoins propres. Si c'est un chien anxieux, potentiellement, qui va déjà avoir tendance à aller récupérer des bâtons de bois et à les dépioter. Ça, c'est un comportement qu'on voit quand même sur les chiens qui ont une activité physique très poussée. Ok. Si c'est un chien qui a une frustration X ou Y, je sais pas, dans sa journée de travail, il y a une brebis qui lui a tenu tête toute la journée, mais il n'a pas pu la recadrer parce que le berger a dit que bah, c'était pas possible de lui rentrer dans le lard. Bon bah aussi là, il y a une frustration à gérer. Peut-être que le chien à Mhm. la fin de la journée, comme nous les enfants humains, hein, les enfants humains en fin de Mhm. journée, quand il y a eu des grosses charges émotionnelles, ils déchargent. Le chien est pareil. Voilà, quand il y a des grosses charges émotionnelles, il décharge à un moment donné ou à un autre. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir besoin de mastiquer. Si on a un chien qui est super serein dans ses baskets, qui n'a pas de problème de tartre, qui va super bien et qui n'a pas ce comportement naturel-là, ben, peut-être qu'on peut lui donner pour lui faire plaisir, mais il n'y aura pas de nécessité fondamentalement de mettre de la mastication dans son quotidien. L'idée derrière la mastication, c'est pas de créer de la vente pour de la vente. Ça n'a absolument aucun sens. L'idée, c'est de, de rendre le quotidien d'un chien plus serein, plus paisible. Voilà. Et au contraire, donc là, je parlais pour moi, j'ai des chiens de travail avec lesquels je fais énormément d'activités. Il y a des jours, pour X ou Y raison, je ne peux pas les sortir autant que d'habitude. Je ne peux pas faire autant d'activités physiques avec eux. Bon, bah oui, je vais utiliser la mastication parce que je ne suis pas une humaine parfaite, que je me déculpabilise aussi parce que je pense que je fais vraiment partie des humains qui se donnent au max du max pour mes chiens. Tu vois, initialement, je suis partie de la région parisienne pour le sud-ouest
pour leur offrir une meilleure vie, pour avoir des plus grandes balades à faire, pour avoir une plus grande maison avec un plus grand jardin, enfin voilà. Et pour autant, ben, on est des humains, quoi. Donc, ben, il y a forcément un moment donné où on va être très très malade, il y a forcément un moment donné où on va avoir beaucoup beaucoup de travail, il y a forcément un moment donné où il va y avoir un très gros changement dans notre vie. Et la mastication, ça aide le chien à mieux vivre cette petite folie, quoi. Enfin, ce truc très étrange des humains. Parce que bon, on est quand même bien plus malade qu'eux, quoi. Avec tout ce que tu dis là, c'est l'importance de prendre en compte l'individualité de chaque chien. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Laurine, éducatrice canin, qui est passée sur un des épisodes du podcast, qui nous expliquait que justement, en fait, on peut avoir certains chiens qui vont aimer l'eau, d'autres pas, alors que la race, entre guillemets, va prédire qu'il va aimer l'eau. En fait, c'est l'individualité de chaque chien qu'il faut prendre en compte. Mais là, la question que je me pose, c'est comment on sait que notre animal, il a besoin de mastiquer. Tu vois, parce que on peut se dire, bon, bah voilà, il est dans son panier, bon, bah, il a pas l'air d'être si stressé que ça. Bon, après, il y a des petits signaux comme il se lèche les pattes à répétition, etc., qui peuvent être des petites alertes, mais comment on sait en fait? Comment on peut savoir si c'est vraiment, un besoin qu'il va avoir sur un moment parce qu'il va être très stressé ou pas? Est-ce que tu peux, je sais pas si tu as la réponse, hein, mais Effectivement, il y a vraiment cette nécessité d'individualiser en fonction des chiens parce que ils ont chacun leur comportement, leur caractère, leur manie aussi propre. Comment on sait quand il faut mettre de la mastication dans les dents d'un chien? Eh ben, déjà, si votre chien a tendance à prendre des bâtons, à les défoncer, si il a tendance à vous choper les pieds de meubles, le canapé, les chaussons, voilà, tout ça, c'est des signaux de j'ai besoin de me mettre un truc sous la dent. Tout ça, c'est quand même des signes un petit peu révélateurs d'un comportement naturel de mastiquer, qui est orienté vers des choses qu'on ne souhaite pas qu'il mastique. Mais bon, bah, toujours est-il que c'est quand même un comportement qui manifeste sur ces objets-là. Euh, Après, sur tout le reste, je pense que la mastication, en fait, elle vient en anticipation. Tu vois, je vais pas attendre que mes chiens se mettent dans une attitude négative avec des comportements liés à leur stress pour leur proposer de la mastication. Je sais que j'ai deux chiennes très sensibles et que quand il y a un bus qui débarque à la maison d'enfants qui viennent pour le goûter, je sais que mes chiennes, elles vont pas être très à l'aise. Je sais que je vais devoir les mettre dans un environnement sécurisé. Et je sais que si je leur donne un truc à mâchouiller pour s'occuper et les détendre un petit peu, bah, ça va aider en fait à passer ce moment. Donc je pense que quand on se pose la question de est-ce qu'il faut que je donne des friandises à mastiquer à mon chien ou pas, bah, en fait la personne la mieux placée pour répondre à cette question, souvent c'est l'humain. En fait, c'est l'humain de son chien. Il faut observer son animal. Il n'y a pas toujours besoin, encore une fois. Mais moi, je pars du principe que des fois, il vaut mieux trop que pas assez. Il vaut mieux anticiper et puis proposer. Et si le chien en veut pas, eh ben c'est pas grave, on met de côté, ce sera pour une prochaine fois. Ou plutôt que de se retrouver dans une situation où on est bloqué, où le chien est bloqué et bah, en fait on est un peu bête et puis lui il est un peu sans solution en fait. mmh. Donc voilà, après ça c'est sur le côté occupation, et puis sur le côté tartre, bon bah si le chien a de la plaque dentaire avec des gros amas jaunes, bon bah oui, mastication, il faut y aller parce que là sinon le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous pour un détartrage avec un vétérinaire, une anesthésie générale. C'est pas rigolo pour le chien. Côté cardiaque, les anesthésies Ouais. générales, le plus on les évite, le plus on est content. Et puis Mmh au mh. niveau du budget, ça sera pas juste une petite friandise à 10 € quoi. C'est Un sûr. détartrage, compter entre 100 et 200 euros en fonction de la clinique à laquelle on s'adresse. Donc, ouais, il y a des choses aussi à. Il y a un ratio bénéfice-risque qui fait que la mastication aujourd'hui, c'est pour moi que du bénéfice, quoi. Difficile OK. d'envisager Mmh. 3 mois sans mastication. Il n'y en aura pas forcément tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en Mmh. aura forcément de temps en temps, que ce soit pour le côté hygiène dentaire ou que ce soit pour le côté ben, stimulation du chien dans des situations, encore une fois,
très particulière. Et pour toi, alors les chiens qui sont nourris à la croquette qui normalement a aussi cet effet, voilà d'éviter le tarte puisqu'on va croquer, donc ça va gratter sur la dent et ça fait un peu, office de brosse à dents, pour nous humains. Ça a quelque chose en plus à donner, même s'il est nourri déjà à la croquette ou il y a moins besoin de mastication si je sais pas? Alors les chiens qui ont le moins besoin de mastication côté tartre, c'est pas ceux qui sont nourris aux croquettes, ceux qui sont nourris au OK, barf, parce que il y a des os OK. charnus dedans, et donc du coup, là pour le coup, on va vraiment avoir un effet mécanique. Mais ce que les gens savent moins, c'est que c'est pas l'effet mécanique qui est le plus intéressant sur la régulation de la plaque dentaire. Ce qui est le plus intéressant sur la régulation de la plaque dentaire, c'est la salivation. C'est aussi pour ça que Mmh. les chiens nourris au Oui. barf en fait ont souvent une meilleure hygiène bucco-dentaire. C'est parce que plus le chien va saliver, plus il va sécréter des fluides en fait qui vont agir comme des nettoyants naturels de la bouche, plus il va avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Et la mastication, en fait, elle est intéressante, pas parce que c'est une action mécanique. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que euh, ce qui est important, c'est le nombre de pressions, parce que plus le chien va exercer des pressions, plus il va stimuler sa salivation, et du coup, plus ça va nettoyer sa bouche. Un chien peut passer 35 minutes sur une friandise sans forcément la mâchouiller. Il y a plein d'autres mouvements qu'il peut faire avec sa bouche qui sont aussi intéressants, mais qui du coup vont pas stimuler la salivation. Et donc les croquettes, en fait, ça dépend vraiment de est-ce que le chien les gobe, Mmh. auquel cas on n'a pas d'action de coup de mâchoire comme j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que le chien prend vraiment le temps de les croquer? J'en ai 4 à la maison, il n'y en a aucun qui prend le temps de croquer. Même quand j'étais partie sur des croquettes XXXL complètement démesurées pour mes chiens, mais en fait, même là, une fois sur deux, ils trouvaient moyen de les léchouiller, mais sans forcément faire cette action de pression de la mâchoire. Mmh. Euh, et du coup, en fait, une fois que ce truc-là, il est posé sur la table, de dire, c'est quand mon chien croque qu'il y a une action qui fait qu'il y a un effet anti-tartre. Bon, ben, en fait, les croquettes par elles-mêmes, si peut-être le seul truc qui pourrait faire en sorte que ça s'autorégule, c'est qu'il y a certaines algues qui ont des propriétés euh, qui stimulent la salivation et qui du coup ont des propriétés dans ce sens-là. Mais il faut OK. encore qu'elles soient présentes dans les croquettes, quoi. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, pour un petit peu tout savoir sur, l'alimentation de nos animaux, on pourra peut-être en faire un sujet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je fais une petite aparté sur le barf, puisque c'est un peu le sujet touchy, où quand on parle du barf, il y a les pour et il y a les contre. Je le redis et je le re-redis, le barf, s'il est bien fait, c'est bien. S'il est mal fait, c'est pas bien. C'est comme les croquettes, si elles sont mal choisies, c'est pas bien. Et si c'est les bonnes croquettes adaptées à votre animal, c'est bien. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour ceux qui font du barf. C'est compliqué, voilà, il faut aussi bien faire les choses. Donc faites-vous accompagner pour faire les choses correctement. Renseignez-vous beaucoup avant. Et je sais pas si toi on peut faire peut-être une petite parenthèse là-dessus rapidement. Je sais pas si tu fais du barf pour des chiens. J'ai fait, mes chiens ont été au barf pendant plusieurs années. J'en suis revenue parce que bah, déjà j'en étais très contente, hein, les effets sur mes chiens étaient flagrants. En tout cas au niveau musculature, etc. J'ai vraiment vu une nette différence entre le barf et les croquettes. Maintenant j'en suis revenue parce que je suis une humaine parfaitement imparfaite, que je suis devenue maman, que ça a été énormément de challenge de gérer une entreprise, un petit, Mm. mes chiens. Et puis, pour moi, le plus important, en fait, c'était d'avoir du temps à leur consacrer. Il y a eu un moment donné où j'ai dû faire un choix dans mon planning, parce que tout ne rentrait pas dedans. Quand tu dors 3 heures par nuit, ça ne marche pas. J'ai dû faire un choix entre passer 4 heures de mon week-end à préparer les rations barf pour mes Mm. chiens pour la semaine. Et c'est très complexe parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il faut sourcer, il faut préparer. Enfin, bon, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement.
Mm. Donc soit je leur consacrais ces 4 heures-là en faisant ça, soit je leur consacrais 4 heures en entraînement, en jeu, en grosse rando. Et pour moi, le choix, il a été fait. Donc voilà, j'en suis revenue. Peut-être que j'y retournerai un jour, parce que vraiment, pour eux, en tout cas, en termes morphologiques, quoi, c'était vraiment flagrant la différence. Maintenant, est-ce qu'ils sont plus malheureux avec ce régime-là? Je suis pas convaincue. Et puis, ils ont ce qu'il faut, quoi. On n'est plus, euh, on n'est plus dans une logique compétition comme j'ai pu l'être auparavant, de gagner, etc., de faire les podiums. Donc, je fais attention à leur alimentation quand même, mais on va dire que c'est un peu comme le commun des mortels, quoi. On n'a pas l'hygiène de Cristiano Ronaldo. Bon, on ne fait pas des bains congélation, là, cryogénisation. On ne mange pas du poulet à chaque repas pour avoir un physique d'ultra athlète. Moi aujourd'hui, mes chiens, j'ai plus besoin qu'ils soient des ultra athlètes. Je fais très attention bien sûr à eux, euh, mais l'idée c'est surtout qu'on passe du bon temps ensemble et que ça matche avec mes nouvelles contraintes de jeune maman, quoi. Pour repasser un petit peu sur la mastication et sur l'âge de nos chiens, est-ce que la mastication, elle est adaptée pour un chiot et pour un chien âgé? Parce que je pense aux chiens âgés qui ont plus trop de dents, donc certaines mastications sont peut-être à éviter à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler de l'âge de nos chiens et qu'est-ce qui doit intervenir pour quel âge à peu près? J'ai eu des chiots à la maison, je leur ai donné des trucs à mâchouiller à partir de leur 1 mois. Ok. Ça a commencé avec les oreilles de lapin, les lamelles 100% viande. Et c'est quelque chose que j'ai fait avec 3-4 portées. Donc, il n'y a absolument aucun problème à donner des friandises à mastiquer à des jeunes chiens. J'ai presque envie de dire que pour moi, il y a beaucoup d'avantages à donner à des très jeunes chiens. S'il y a des éleveurs qui m'entendent, déjà, travailler le partage des ressources, faire en sorte que chacun ait son truc, qu'il n'y ait pas de peur de perdre la ressource. Et puis, le côté mastication, quand ils ont 1 mois, il est intéressant parce qu'il est surtout rigolo au niveau de la découverte des sens et de la découverte d'une nouveauté. Il n'y a pas réellement de mastication à proprement parler côté dents, quoi. C'est plus le côté je découvre un nouveau truc. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les oreilles de lapin aussi, les poils, ils jouent à moitié avec. Enfin voilà, c'est très stimulant. Et après, avec les chiens âgés, c'est pareil. On ne vieillit pas tous de la même manière, nos chiens non plus. Moi, j'ai la Mm. chance d'avoir une choupette à la maison qui va sur ses 11 ans et qui pète le feu comme si elle en avait 5, qui a les dents d'une chienne comme si elle en avait 5. C'est pas toujours le cas. Et voilà, encore là, sur ce coup-là, je botte en touche. Il faut vraiment observer son animal et ne pas hésiter à prendre l'avis d'un vétérinaire. Mm. Les friandises naturelles, la mastication, ils en sont de plus en plus, ils y sont de plus en plus sensibilisés et ils sont pas contre. Enfin, moi, quand je suis en contact avec les vétérinaires, quand on a des clients qui nous font part de problématiques très spécifiques, qu'on les oriente qu'on les réoriente vers leur vétérinaire, des fois, ça arrive que les vétérinaires nous appellent pour en savoir Ok. plus, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent dire, sur à quoi ils peuvent dire ok ou pas ok. Voilà, il faut pas partir du principe que forcément ils sont contre ça. Au contraire, moi je trouve qu'il y a vraiment une très belle émulation qui est en train de se faire pour à la fois aider les chiens à mettre cette activité en place et faire en sorte de bien sélectionner pour que ce soit adapté à eux, quoi. Et comment limiter du coup les apports? Parce que en fonction de l'âge d'un animal, il va y avoir des besoins spécifiques en termes de nutrition. Euh, Est-ce que il va y avoir un apport qui va être beaucoup trop élevé avec certains types de mastication? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un animal en surpoids ou obèse? Sur les pourcentages de matière grasse brute, bon déjà sur les fiches produits du site canigourmand.com, tout est renseigné, donc c'est assez facile de s'y retrouver. On a aussi fait un filtre tendance à grossir. Donc quand on se Ok. retrouve sur la page friandises naturelles, il suffit de cocher ce filtre tendance à grossir pour avoir une sélection de friandises faibles en matière grasse. Et après, on peut tout simplement raisonner comme pour nous les humains, encore une fois. Les viandes blanches, on les connaît, c'est les viandes qui sont les moins riches, poulet, dinde,
agneau, lapin. Bah, en fait, on peut partir du même principe avec nos chiens. On a aussi les poissons qui sont intéressants, donc la morue principalement. Donc voilà, on part du même principe pour nos chiens et on choisit des friandises à base enfin, de viande blanche, poulet, côte de poulet, pâte de poulet, filet de poulet. Au niveau de la morue, on a des tresses de morue séchée, euh, des lamelles, des anneaux. Enfin voilà, il y a plein de choses dans ces catégories-là. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le cerf, parce que le cerf est plus faible en matière grasse que n'importe quel autre gibier ou n'importe quel autre gros animal. Et on arrive à avoir des friandises de mastication intéressantes en termes de durée sur le cerf. Ok. Tu parles du bois de cerf là ou plutôt de la peau ou... Non, on fait aussi, alors on est les seuls d'ailleurs à les proposer. Ces grosses plaques-là, en fait, on les propose donc bœuf, euh, sanglier et cerf. Donc celle-ci que j'ai dans les mains, c'est au bœuf, mais on en a dans le même format, en fait, sur ces deux autres goûts. Et est-ce qu'il y a des alternatives quand on a un chien par exemple qui a bah, des problèmes dentaires, digestifs? Est-ce que ces plaques-là, ça peut être la solution ou c'est encore peut-être trop dur? Il va vraiment falloir se rapprocher d'un vétérinaire ou d'un professionnel. Nous, au-delà du vétérinaire, on a aussi des éducateurs canins qui sont très sensibles au bien-être du chien et qui ont des connaissances, alors pas très poussées non plus, mais on a des éducateurs canins qui savent regarder une dentition d'un chien et de dire si tout va bien ou si tout va pas bien ou s'il faut aller chez le véto. Ok, Euh, donc après, c'est pareil, dentaire. Tu vois, j'en ai une qui m'a mangé des cailloux quand elle était petite, elle n'aura jamais ça entre les pattes. ok. Parce que trop dur, parce que risque de faire saigner les gencives, parce que risque d'abîmer Mhm. encore plus la dent, parce que voilà. Par contre, bon bah celle je sais pas si t'as un chien qui a joué avec une balle de tennis et qui s'est limé un peu les dents, si ça a pas été jusqu'à Ouais, l'émail et que la dent est pas fragilisée en termes d'implantation, bon bah potentiellement qu'il pourra aller dessus sans problème. Et c'est pour ça, en fait, il y a vraiment beaucoup de cas par cas. Les sensibilités digestives, c'est quoi? Est-ce que c'est un chien qui est allergique? S'il est allergique, ça veut rien dire, juste allergique. Il est allergique à quoi? Est-ce que c'est au bœuf? Est-ce que c'est au poulet? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une allergie qu'il a développée suite à une alimentation pas adaptée? Ou alors est-ce que c'est une allergie qu'il avait depuis tout petit? Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et c'est pas pour rien. Tu vois qu'aujourd'hui, Kenny Gourmand, on est la seule marque de friandises naturelles qui est recommandée par les vétérinaires. On a plusieurs cabinets cliniques vétérinaires qui revendent Kenny Gourmand pour leurs clients. C'est parce qu'en fait, nous, on est spécialiste de la mastication du chien. On peut orienter en fonction de, on va dire, problématiques simples. Maintenant, dès que ça va toucher au physique du chien, euh, et qu'on ne peut pas le voir, nous, de nos propres yeux, et qu'on n'a pas les 7, 8 années d'études qu'un vétérinaire peut avoir, on va botter en touche et on va dire bah, peut-être, mais faut être sûr, aller voir un professionnel de santé. Nous, on est là pour accompagner les professionnels de santé, accompagner les professionnels de l'éducation canine, parce qu'on sait ce qu'on fait, parce qu'on a de la connaissance sur les produits qu'on a développés. Maintenant, on ne va pas remplacer ces personnes qui ont passé c'est des sûr. années et des années sur ces thématiques-là. C'est sûr. Mais c'est bien parce que c'est de la complémentarité et c'est ça qui est important. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est bien de le répéter et peut-être pour remettre un petit peu ça en tête pour tout le monde, si jamais on a encore ce doute, combien de fois à peu près on doit faire mastiquer son chien par semaine? Alors, par rapport à ma vie, par rapport à mes chiens de sport, par rapport voilà, au fait que j'en ai deux qui sont très sensibles, je leur donne des friandises à mâchouiller entre 2 et 3 fois par semaine. J'évite de monter plus parce que je fais en sorte de mettre plein d'autres activités en place à côté. Tu vois, sur Canigourband, il y a des friandises de mastication, mais vu que j'utilise aussi plein d'autres choses, j'ai aussi ajouté plein d'autres choses à la boutique. Je pense notamment là au tapis de fouille,
les tapis de Ouais. léchage. Mm. C'est des accessoires en fait qui vont avoir aussi des effets euh, complémentaires à la mastication et qu'on peut tout à fait Mm, utiliser aussi. Donc voilà, 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. Ça permet d'avoir des jokers quand il y a des situations plus challengeantes pour le chien. Et en définitive, il n'y a pas forcément besoin de plus, sauf exception. Voilà. Et est-ce qu'il faut le regarder? Est-ce qu'il faut superviser un petit peu quand on lui donne de la mastication? Est-ce qu'il faut quand même regarder un petit peu, peut-être sur le premier temps, ou alors il faut vraiment toujours regarder pour éviter qu'il y ait des soucis? Ou faut le laisser tranquille? Alors, sur les friandises de mastication, comme sur tous les jeux d'ailleurs, ça sera toujours écrit sur l'étiquette à donner sous surveillance. Ok. Parce que c'est des mentions légales et que bah, ça permet aux marques de se protéger. Maintenant, dans la réalité, moi, ce que je fais, c'est toujours la première et la deuxième dégustation sous surveillance. Je regarde comment le chien se débrouille avec. Et si jamais je vois que vraiment il est soit très attentionné, soit il passe vraiment son temps, il n'a pas de comportements qui peuvent amener à quelque chose de problématique. Bon, là, en l'occurrence, c'est soit il défonce pas la friandise en un claquement de doigts, il essaye pas d'avaler des gros morceaux. Voilà, c'est 2 plus grosses problématiques qu'on peut avoir sur les friandises et sur les jeux, hein, d'ailleurs, à mastiquer. Et bien, je laisse par la suite, le chien avec ses friandises ou jeux en occupation sans que je sois forcément à le Derrière. regarder, là, surveiller de manière intensive, tu sais. Donc Oui, voilà. ok. Après, sur les premières dégustations, surveillance obligatoire, ça c'est, il y a pas de discussion là-dessus. Quels sont les signes où, là, on doit s'alerter qu'il faut vraiment aller voir le vétérinaire? Je pensais notamment là, tu parlais tout à l'heure des gencives qui saignent. Est-ce que ça, c'est une alerte comme quoi il faut aller chez le vétérinaire parce qu'il y a peut-être un souci? Ou, est-ce qu'il y a des petits tips comme ça que tu pourrais donner où il faut vraiment faire attention à certaines choses? Alors, savoir que si on va aller chez le vétérinaire, pour des gencives qui saignent, il n'y a pas besoin d'aller chez un vétérinaire. Par contre, il faut essayer de le détecter très rapidement et d'enlever directement la friandise dès qu'on voit que ça saignote, parce que quand on a une gencive qui saigne, en définitive, on a créé une lésion, et une lésion, c'est potentiellement bah, une porte ouverte aux bactéries indésirables pour la bouche du chien. Donc, vraiment, l'idée quand on donne des friandises à mastiquer, c'est surtout de faire en sorte que les gencives ne saignent pas. Et donc de respecter un ordre voilà, progressif dans la difficulté et la dureté des friandises qu'on donne. On sait quand on va chez le véto, quand on suspecte une occlusion. Donc une occlusion, c'est quoi? C'est un amas. Il y a beaucoup de cas, notamment liés aux os durs là, et aux os industriels. Donc c'est un amas de cartilage ou de cornes ou d'os qui ne sont pas digérés par le chien et qui forment une espèce de gros bouchon au niveau de l'intestin et qui empêche en fait le chien d'aller à la selle. Et c'est problématique parce qu'en fait, bah, lui, il continue de manger, donc ça stocke, ça stocke, ça stocke, ça stocke, ça stocke. Donc ça, après, il faut aller regarder sur... Il y a 2-3 sites de véto qui sont très très bien faits, qui expliquent ce qu'est une occlusion intestinale et comment la diagnostiquer, etc. Euh, Ça, c'est une urgence vitale qu'il ne faut pas jouer avec. OK. C'est aussi pour ça qu'on insiste vraiment très lourdement sur le fait de bien choisir les friandises de mastication, mais aussi Mmh. de bien choisir les jeux de son chien. Parce qu'on parle Mmh. d'occlusion intestinale avec des friandises, mais je ne compte pas le nombre de chiens dans mon entourage qui Ouais. sont partis chez le vétérinaire pour occlusion intestinale parce que Mmh. ils ont défoncé leur joujou préféré et qu'ils l'ont avalé. Mmh. Donc ça peut vraiment arriver avec n'importe quoi. Et voilà. Et après, bon bah le problème de dents cassées, c'est très très rare. C'est vraiment un problème donc on voit peu, voire pas du tout. Euh, et ça, c'est tout à fait évitable si on fait attention à quelle friandise on donne ou quel jeu on donne à son chien. De la même manière qu'on va pas laisser son chien jouer avec un parpaing. Euh,
On donne pas un truc ultra dur à son chien sans avoir essayé des friandises adaptées au commun, j'allais dire au commun des mortels, tu vois, mais au commun des chiens. Parce que les boîtes de serre aujourd'hui, vraiment, euh, nous, on a peut-être, allez, 3% de la population canine pour qui vraiment le bois de serre est intéressant. Tout le reste ne devrait pas avoir des bois de serre. C'est trop dur. Et quand je te dis c'est 3%, ça va être des Jack Russell lignée travail, des Malinois lignée travail. On a aussi quelques Golden Retriever. Mais tu vois, en fait, il y a très 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 peu de chiens pour qui les bois de serre sont adaptés en définitive. Donc, friandises très dures, voilà, là c'est plus erreur de casting que Ouais. vraiment un danger qui concerne toutes les friandises, quoi. Moi, sur les problèmes de dents cassées, je ne connais que des dents cassées sur des bois de serre et sur des cornes de buffle. Je n'ai jamais entendu un problème de dents cassées sur d'autres friandises que ces deux-là. Jamais. Ok. En Pas 6 ans, sabots? je précise quand même. Ouais, énorme. Et les sabots, non? Pas spécialement? Non, j'ai pas eu de retour de dents Non. cassées sur les sabots. Ok. Sur les sabots, bah, tu vois, les staffs qui s'amusent à les broyer en petits morceaux et à les manger après, ça oui, j'ai entendu. Ok. Sur les problèmes d'occlusion, du coup. Euh, mais tu vois, typiquement, quelqu'un qui nous envoie un message privé sur Instagram qui nous dit bonjour, j'ai un staff ou une staffie ou un malinois, qu'est-ce que je peux lui donner comme friandise à mastiquer? Premier truc qu'on va lui dire, c'est vous ne donnez pas de sabots, vous ne donnez pas de bois de serre. On va partir sur les plaques de peau de bœuf. On a développé aussi des peaux de bœuf en 30 centimètres. C'est de la peau qu'on a Ok. compressée avant séchage. Et en fait, c'est des morceaux qui sont vraiment super épais et qui là aussi vont bien convenir à ces types de chiens-là. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de friandise pour les défenseurs de tout qu'on va mettre de côté. Bon, ça convient bien à un border collie, ça convient bien à un berger américain miniature. J'en parle parce que j'en ai avec moi là. Euh, mais pour les très 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 gros masticateurs, on évite, quoi. Est-ce que tu aurais un petit message à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, qui se poseraient encore quelques questions dessus ou qui auraient encore des doutes sur la mastication? Alors déjà, franchissez le cap parce que ça ne sera que positif pour votre loulou. Et ensuite, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser. Il y a plein de ressources qui existent et qui sont super intéressantes. Mais de discuter avec un humain, des fois, c'est le truc qui nous manque. Parce que dans les livres ou dans les guides que nous, on a construits, par exemple, il n'y a pas toutes les réponses à toutes les questions. Et c'est OK, en fait, d'envoyer des messages ou d'appeler pour poser des questions. Au contraire, des fois, on a des questions qui sont super intéressantes et qui nous permettent de rajouter dans les guides et de créer des articles. Donc voilà, n'hésitez pas sur Canine Gourmand, sur Instagram, sur Facebook, par mail, par téléphone. On est vraiment là pour vous aider à bien choisir et ça sera avec grand plaisir. Et on parle depuis tout à l'heure de friandises adaptées à tous les chiens, mais il y a aussi des friandises adaptées à tous les humains. Et c'est OK d'avoir une sensibilité au niveau de l'odorat. C'est OK de se dire qu'on ne veut pas une friandise qui sente forte. Nous, c'est quelque chose qu'on entend euh, pas régulièrement, mais qu'on entend parfois. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans la déculpabilisation et la bienveillance. Nous, on est là pour vous accompagner, faire en sorte que votre chien, il ait quelque chose qui lui fasse plaisir et qui lui serve. Donc voilà, même si vous avez des contraintes particulières, on est aussi là pour y répondre au mieux. Super. Et est-ce que tu aurais un petit dernier conseil pratique pour les personnes qui nous écoutent, ce que tu aimerais donner? Un conseil pratique, alors pour la vie avec le chien au quotidien, non. Mais un conseil pratique, c'est que déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous essayez de faire au mieux pour votre chien. Soyez des pets parents parfaitement imparfaits. Et faire au mieux, c'est déjà beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de se mettre une pression non plus et de tomber dans un syndrome presque maladif. Nos chiens, ils sont là pour nous, certes, mais être là pour eux, c'est aussi faire en sorte de se sentir bien
et donc du coup de vivre au mieux cette relation interespèce et de la vivre de la manière la plus épanouissante et épanouie possible. Ok. Et dernière petite question que j'ai l'habitude de poser, quelle personne aimerais-tu entendre derrière le micro d'Alopette? Alors, je sais pas si elle est déjà passée, mais il me semble pas. Moi, j'aimerais beaucoup entendre Charlotte Deveau, qui est vétérinaire nutritionniste, Mm. que je suis sur les réseaux et que je trouve absolument géniale. Donc voilà, si jamais, c'est quelqu'un que j'aimerais Ok. beaucoup entendre. Charlotte, d'ailleurs, qui a écrit un livre sur 100 questions sur l'alimentation du chien et du chat, qui est incroyable. Donc, écoute, j'espère pouvoir l'accueillir sur le podcast également. Petit message, peut-être qu'elle nous écoute. Donc, merci pour la recommandation. On est déjà à la fin de l'épisode. Un grand merci Aurélie pour tous ces conseils. C'était vraiment super enrichissant. Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment intéressant aussi pour moi. C'est un nouvel exercice. Et voilà, encore une fois, si les auditeurs ou auditrices ont des questions, ça sera avec grand plaisir d'y répondre. Et écoute, merci pour l'invitation encore une fois, Romane, parce que c'était vraiment chouette et merci pour ta bienveillance surtout. Mais je t'en prie, merci beaucoup à toi. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre les bienfaits de la mastication et qu'elle n'a maintenant plus de secret pour vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour devenir et continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à bientôt sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.